Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, deuxième heure de débat dans Soir Info Week-end et de nouveaux invités autour de cette table. Bonsoir Jean-Frédéric Poisson. Bonsoir. Vous êtes président de VIA, La Voix du Peuple et auteur de La Voix du Peuple aux éditions du Rocher. Jean-Pierre Lecoq est là, bonsoir. Bonsoir. Maire LR du 6e arrondissement et conseiller régional d'Île-de-France. Et nous accueillons aussi François-Xavier Pénicaud, bonsoir. Bonsoir. Adjoint au maire de Bron. Vous êtes au MoDem et vous êtes également conseiller régional en Auvergne-Rhône-Alpes. Lounès Adjoud nous fait le plaisir de rester avec nous. Merci à vous. On commence avec cette question. Pourquoi ne pas faire payer aux détenus une participation pour l'occupation de leur cellule en prison? C'est un député des Alpes-Maritimes qui a déposé cette proposition de loi. Éric Pauget propose tout simplement qu'ils soient impliqués, qu'ils participent à leurs frais d'incarcération. Le député était en direct avec nous. Il nous explique son idée. Il ne s'agit pas de facturer la totalité du coût, mais je vous le dis, un peu comme un ticket modérateur. 5 € sur 100 € de ce que ça coûte à la société, ça ne me semble pas quelque chose d'extraordinaire. D'autant plus que le texte qui va nous être présenté va favoriser, et je dis que c'est une bonne chose, va favoriser le droit au travail. Avec tout un tas de nouveaux droits pour les détenus, il me semble logique que dans ces 5 €, il y ait une prise en charge des frais de repas, des frais d'eau, d'électricité, d'entretien de la prison. Ça me semble quelque chose d'équilibré et qui permettrait à nos concitoyens de mieux accepter la justice dans notre pays. Voilà, juste avant de discuter, on va jeter un œil justement à ces frais d'incarcération. De quelle somme parlons-nous? Vous le voyez, selon l'Observatoire international des prisons, il s'élèverait à environ 105 € par détenu et par jour. Alors, réaction sur ce plateau par rapport à cette proposition. Elle n'est pas nouvelle, elle avait déjà été soulevée en 2018. Jean-Frédéric Poisson, c'est une bonne chose de faire participer ou c'est choquant? Non. Je suis très opposé à ce dispositif pour plusieurs raisons. La première, c'est une raison de principe. On ne va pas, en général, on ne va pas en prison de son plein gré, premièrement. Deuxièmement, l'incarcération est une décision qui est prise par la collectivité, par le biais de la justice. Troisièmement, je crois que si nous devons porter une attention particulière au sort des détenus, ça commence d'abord par leur fournir des conditions d'incarcération qui soient dignes et qui leur permettent de trouver des modalités de réinsertion dans la société compatibles avec ce que nous attendons, nous, tous, des gens qui sortent de prison et qui, de sorte qu'ils ne récidivent pas et qui se réinsèrent normalement. Deuxièmement, ça se heurte à des problèmes pratiques incommensurables. Tous les détenus sont très loin de pouvoir gagner aujourd'hui 5 € par jour en prison. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire payer par quelqu'un. Alors, est-ce que c'est leur famille? S'ils ne sont pas solvables, comment on fait? S'ils ne payent pas, comment ça se passe? Enfin, c'est affreusement compliqué à mettre en place. Donc, je suis très favorable à ce qu'on favorise le travail en prison. Il y a déjà beaucoup de dispositions qui sont prises dans ce sens, avec des taux horaires d'ailleurs qui sont très inférieurs au SMIC. C'est en général entre 3 et 4 € de l'heure que les détenus sont payés. Ils ont la possibilité de le faire, on ne peut pas les forcer à le faire, parce que le travail forcé en France est illégal. Donc il y a plein de problèmes, à la fois de principe et de modalités pratiques, qui me font rejeter cette proposition en bloc. Dans le même temps, c'est aussi une façon de faire des économies et de pourquoi pas avoir les moyens de rénover ces prisons dont on dit qu'en France qu'elles sont dans un état déplorable. Oui, enfin moi je partage l'avis de Jean-Frédéric Poisson. Je crois que j'ai le sentiment que ce député peut-être est tenté de, je dirais, se faire connaître un peu davantage. Je suis un peu méchant, j'appartiens au même parti, mais ça me semble quand même assez loufoque. Ça montre ce qui se passe dans ce parti, c'est compliqué. Ça me semble assez loufoque comme idée. Pourtant, elle n'est pas nouvelle, on l'avait dit. L'UDI, 3 députés l'avaient proposé. C'est une fois, il n'est pas nouveau qu'elle est assez largement repoussée. Il arrive que des choses absurdes soient présentées ou proposées plusieurs fois. C'est absurde. Non, si vous voulez, sérieusement, la justice a besoin effectivement d'être davantage respectée par les Français. Pour qu'elle soit davantage respectée, donnons-lui davantage de moyens et qu'elle en fasse un bon usage. Qu'elle soit rapide, qu'elle soit efficace, qu'elle soit compréhensible. Il y a beaucoup de domaines où la justice peut s'améliorer. Et puis, il y a des alternatives à la prison. Elles ne sont sans doute pas suffisamment utilisées aussi. François-Xavier Pénicaud. Oui, je crois dans la lignée de ce que
messieurs viennent d'exposer, que l'enjeu finalement, et si on devait trouver bénéfice au débat qui est posé par cette question-là, c'est celle de remettre au devant de la scène plusieurs choses. D'abord, effectivement, l'enjeu de l'insertion professionnelle, des travaux d'intérêt généraux, de l'ensemble d'autres dispositifs qui peuvent être alternatifs au tout carcéral, qui peuvent permettre à la fois d'ailleurs de rendre beaucoup plus applicable, y compris le remboursement, le paiement des indemnités aux victimes, qui est souvent un blocage aussi et qui fait que beaucoup de victimes ne touchent pas ce qu'ils devraient être. Il y a eu en 2018, d'ailleurs de façon relativement consensuelle, la mise en place d'une agence des travaux généraux et de l'insertion professionnelle, après un effondrement pendant un certain nombre d'années du travail en milieu pénitentiaire, qui, ce faisant, a fait s'écrouler les taux de réinsertion professionnelle. Et on sait que chaque fois que le taux d'insertion professionnelle, une fois la peine purgée bien entendu, s'écroule, c'est les taux de récidive qui explosent. Et je crois que vraiment, il faut qu'on travaille dans ce pays à lutter contre cette récidive, qui est un mot particulièrement important. Et donc, on doit poser les choses de façon extrêmement raisonnée, comme cela vient d'être fait sur ce plateau. Le député nous expliquait aussi que cette mesure était en place dans certains pays, chez nos voisins européens, et que ça pouvait aussi servir à réduire cette incompréhension de certains Français qui aujourd'hui se posent la question, faut-il supporter complètement cette charge que les détenus imposent à la société ? Vous ne comprenez pas ce point de vue ? Barbara Klein, là, parfois, toute comparaison n'est pas raison. Je pense qu'en France, le problème numéro 1 des prisons, c'est les situations d'incarcération, les conditions d'incarcération, les conditions de travail des agents de la pénitentiaire. Et je ne crois pas que c'est ce type de proposition, je dois dire, un peu farfelu, parce que le député parlait de bon sens. Moi, je pense que c'est du bon sens qui va tourner très vite à l'usine à gaz. J'ai envie de dire, je ne comprends pas comment on peut encore faire cette proposition quand on sait qu'un détenu sur 4 est aujourd'hui, alors même pas non solvable, mais perçoit à des ressources de moins de 50 € par mois. Donc si à ça vous ajoutez tous ceux qui ne sont pas solvables, je me demande comment on va réussir à lever ces 5 € par mois. Et je parlais d'usine à gaz parce que je suis quasiment persuadé que le coût que va générer ce versement de 5 € par jour sera plus élevé à lever que le gain perçu, qui sera epsilonesque et qui ne servira absolument pas à la rénovation des prisons. Et sur le principe, effectivement, il y a là, en tout cas, un hiatus entre ce député et ma pensée, qui est que la société c'est un pouvoir régalien de justice. En tout cas, les juges ont ce pouvoir de prononcer des condamnations. Ils le font au nom de la société. Et c'est donc à l'État de mettre en place les dispositions pour que les détenus, les condamnés, exercent dans de bonnes conditions, et je crois que là on a encore beaucoup de travail, la peine pour laquelle ils ont été condamnés. Je crois que le problème, il est aussi là. C'est un problème de principe. Jean-Frédéric Poisson, c'est l'expression usine à gaz qui vous a fait réagir ? Non, je partage assez cet avis, parce que pour connaître un peu ce qui se passe sur la redevance télé, sur Adopi, nous sommes spécialistes quand même en termes d'invention de systèmes compliqués qui ne servent pas à grand-chose et qui coûtent très cher sans rapporter beaucoup, et ça pourrait devenir ça aussi, d'autant plus que... Alors 5 € par détenu par jour, avec une population carcérale estimée à 65 000 détenus, on est à 325 000 € par jour. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire, ça fait, si tout le monde travaille... Alors si tout le monde paye cette... Si tout le monde peut payer... Regardez, 65 126 détenus. Voilà, ça veut dire qu'on va récupérer quoi ? Si tous les détenus incarcérés aujourd'hui trouvent du travail pour payer, parce qu'il y a un moment, il faut que aussi... On sait qu'ils ne sont pas tous solvables. Voilà. Ou les proches, quand ils peuvent, parce que il y a beaucoup de familles pour lesquelles 5 € par jour, c'est de l'argent. Ça veut dire qu'on va gagner quoi ? 10 millions par an ? Et vous va me faire croire que l'État ne peut pas trouver 10 millions par an ailleurs pour rénover les prisons, c'est une farce. Il y a un malentendu entre le peuple français et la question de l'incarcération. Il faut que nous ayons tous conscience du fait que plus de 99% des gens qui sont incarcérés aujourd'hui ont vocation à sortir. L'immense majorité d'entre eux dans moins de 2 ans. Et donc l'enjeu pour nous, c'est pas de savoir si on les fait payer quand ils sont incarcérés ou pas. C'est de se servir du temps qu'ils passent en prison pour faire en sorte qu'une fois qu'ils sortent, ils ne soient pas
en situation d'y retourner, ou de commettre à nouveau des actes délictueux ou criminels. C'est ça l'enjeu. Alors il y a beaucoup de choses ont été faites en termes d'insertion, de suivi, de préparation, beaucoup, mais avec très peu de moyens. La plupart du temps par des associations de bénévoles qui vivent avec des bouts de ficelle et des allumettes. Et il ne faut pas s'étonner que, compte tenu en plus des conditions de détention dans lesquelles beaucoup de détenus vivent, parce que quand j'étais au Parlement, j'ai utilisé bien des fois et dans beaucoup de centres de détention en France et de maisons d'arrêt, mon droit de visite. Et je vous assure que tous ceux qui y vont d'ailleurs le disent. Ça donne pas du tout envie de séjourner en prison, le fait d'en visiter une. Et c'est vraiment pas si drôle que ça. Donc je suis pas en train de faire du Zola entre guillemets sur les conditions carcérales, mais ça s'améliore petit à petit. On a eu du mal en France à construire des places de prison supplémentaires. On s'y met peu à peu. Ça va pas vite du tout. Les annonces du gouvernement sont pourtant, comme d'habitude. Pourtant, oui, c'est ça. Ça avait été annoncé et on s'approche de la fin du quinquennat sans... Bref, faisons un effort sur les conditions de détention et les conditions carcérales, sur la réinsertion. Et on ne se posera plus la question dans l'opinion publique de savoir s'il faut ou non faire payer les détenus. Oui, et puis il y a le problème de la préventive qui est quand même très très développé en France par rapport à d'autres pays, puisque vous parlez de comparaison internationale. Moi, j'ai le sentiment surtout qu'il faut que les Français ne comprennent plus leur justice. Donc c'est la mode du débat actuellement. Donc moi, je verrais bien un débat explicatif, informatif sur la justice, que les juges, que les magistrats prennent leur bâton de pèlerin. Et moi, je suis prêt à l'accueillir à la mairie du 6e pour qu'ils expliquent un peu un certain nombre de choses. Ça ne résoudra pas le problème de la vétusté des séjours en France, de la surpopulation carcérale non plus. Il faut, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut sans doute plus de moyens. C'est une question de régalienne. Si vous voulez, consacrer de l'argent aux forces armées, à la justice, à la police, c'est la fonction première d'un État. On l'a oublié depuis quelques années en France, depuis quelques décennies d'ailleurs. On a effleuré déjà cette question philosophique qu'il y a aussi derrière ce débat. On rappelle qu'Éric Dupond-Moretti a présenté un projet de loi pour ce qu'il appelle la confiance dans l'institution judiciaire. Le texte prévoit notamment la création d'un contrat d'emploi pénitentiaire qui fixerait la durée légale du temps de travail. Et les détenus pourraient aussi avoir droit à l'assurance chômage, à l'assurance vieillesse. C'est aussi dans ce contexte que cette proposition intervient, comme si c'était un petit peu donnant-donnant. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait comprendre et que les Français pourraient accepter comme idée. On multiplie, écoutez, ça fait des années qu'on multiplie les réformes, voire les réformettes, qui se succèdent d'ailleurs dans tous les domaines et qui détruisent des réformes précédentes. Ça a été dit tout à l'heure par un des invités sur ce plateau. Le travail en prison a été mis à bas au cours des dernières années. Maintenant, on le réinstaure, on veut le réinstaurer maintenant, très bien. Mais qu'on donne, si vous voulez, quand on fait une réforme, quand on conduit une politique, qu'on lui donne les moyens de s'appliquer. On est les rois en France du changement de braquet. Et dès qu'on a défini une politique, au bout de 2 ou 3 ans, les crédits d'application ne suivent pas. Et effectivement, je signale qu'entre 2000 et 2018, le taux de travail en prison a été divisé par 2. On est passé de 49% à 25%. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il fallait sans doute qu'on change notre façon de faire. Après, moi, je crois qu'on a le droit... Il y a différents dispositifs qui permettent d'organiser ce travail en prison. Il y a le système des concessions qui permettent à des entreprises privées de pouvoir embaucher des personnes qui sont en prison pour faire des productions. Ceci, et c'est important de le signaler, avec une gratuité des équipements qui sont mis à disposition dans les prisons. On pourrait envisager à ce que cette gratuité puisse être partiellement levée. Mais au risque de quoi ? Au risque de ne plus avoir ce genre d'entreprise qui, justement, puisse faire appel au personnel pénitentiaire et, du coup, de porter, encore une fois, un peu plus à mal la dynamique d'insertion. L'autre dispositif qui a été pas mal musclé ces dernières années, c'est celui des régies pénitentiaires, donc qui sont d'autorité de l'État, sous autorité de l'État, qui permet d'organiser ce travail-là. Pour le coup, on pourrait tout à fait envisager, par exemple, et pourquoi pas engager ce débat-là, de construire des sociétés d'économie mixte qui introduisent le pouvoir pénitentiaire dans des sociétés qui auraient vocation à créer de la plus-value. Mais que ne dirait-on pas du fait de créer de la richesse sur le dos de personnes sous main de justice. Et donc, dans ce cas-là, vous entrez dans la question de comment, effectivement, vous avez cette redistribution. Monsieur Poisson a mentionné tout à l'heure le fait que le taux horaire qui était pratiqué était en moyenne de 3 à 4 euros. Il faut se dire que le taux minimum, le SMIC pénitentiaire, si je puis dire, est à 1,62 €. Aujourd'hui, horaire, taux 1,62 €.
il ne faudrait pas que le pays des droits de l'homme se rende coupable d'une exploitation de l'homme par l'homme. Donc il y a des vrais enjeux philosophiques derrière, dont je pense que la bonne idée, la bonne volonté, qui est de pouvoir faire participer les travailleurs pénitentiaires au financement, se retourne en fait contre nous et deviennent improductifs. Par ailleurs, les détenus sont aussi évidemment une cible politique simple. Ce sont des gens qui sont condamnés pour des peines liées à des infractions, des délits ou des crimes. Et donc évidemment, personne n'a envie de soutenir les détenus. Donc c'est très simple de faire ce type de proposition. Je trouve, pour ma part, totalement populiste dans le débat public. D'ailleurs, je crois que Marine Le Pen avait même soutenu cette députée du Rassemblement national, celle de 2018. Exactement, de 2018. Donc bon, ça montre la voie... les voix qui soutiennent ce type de proposition. Donc je dis, il faut aussi faire attention à la manière dont on aborde ces sujets. Nous sommes le pays, d'ailleurs, plus que des droits de l'homme, de la déclaration des droits de l'homme, parce que je crois que pour être le pays des droits de l'homme, on a sur certains sujets encore un peu de boulot, même si quand on se compare, on se rassure parfois. Mais tout de même, faisons attention à ne pas avoir de dérive populiste sur ce type de sujet. Trop important. Dernier point peut-être rapide, si vous permettez. Il peut y avoir aussi une conséquence fâcheuse. Moi, je suis très favorable à ce que, encore une fois, dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, je préfère une justice qui sanctionne de manière ferme quand il le faut et qui traite bien, humainement, les personnes qu'elle incarcère, plutôt qu'une justice qui ne sanctionne pas et le peu qu'elle incarcère, qui les traite mal. Voilà, à choisir, je préfère la première solution. Donc je suis favorable au fait qu'on comprenne dans notre pays collectivement la question de la prison, c'est d'abord et seulement la privation de la liberté. D'abord et seulement. Alors, il peut y avoir des peines complémentaires, de restriction de droits civiques, etc., mais c'est d'abord la privation de liberté. Donc, si on veut accorder aux détenus des droits supplémentaires, notamment sur le travail, pourquoi pas ? Attention au renchérissement du coût du travail. Parce que, là aussi, les tâches qui sont accomplies en prison, la plupart du temps par les détenus qui travaillent, sont des tâches qui sont souvent des tâches d'emballage ou d'empaquetage ou des choses qui sont, comme on dit de manière un peu triviale et parfois un peu matérialiste, à faible valeur ajoutée. Si on renchérit avec des droits à la retraite, des droits au chômage, principe auquel je ne suis pas opposé, mais faisons attention à ne pas accroître la spirale que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, si ça coûte plus cher, les concessionnaires, évidemment, vont regarder leur marge de plus près et donc ils recourront peut-être moins. Donc attention, parfois le mieux est l'ennemi du bien. Vu le coût horaire, ils ont encore de la marge. Oui, mais ça dépend aussi si du leur taux de modèle marge de l'entreprise. Si leur modèle économique est fondé sur la faible cherté ça peut arriver. de la main-d'œuvre dans les prisons, ça peut arriver. Bien sûr que leur modèle soit viable. C'est également les travailleurs handicapés. C'est souvent sur des mêmes travaux. Absolument. Allez, on va enchaîner avec la page sanitaire qu'on a décidé d'ouvrir de façon un peu différente de d'habitude. Plus que quelques jours avant l'allègement des contraintes sanitaires, mercredi, commerces, terrasses et lieux culturels rouvriront. Mais peut-être pas tous. Cette réouverture est compromise pour plusieurs théâtres occupés par des intermittents du spectacle qui refusent de libérer les lieux. Ces établissements pourraient donc ne pas pouvoir appliquer correctement les consignes sanitaires et donc ne pas rouvrir leurs portes. Reportage au théâtre de l'Odéon à Paris avec Johan Giametta d'Angelo et Emilien Lacroix. Voilà, on est sur un ravitaillement. Depuis le 4 mars, cette intermittente du spectacle occupe et vit à l'intérieur du théâtre de l'Odéon à Paris. Une quarantaine d'intermittents environ, bien décidés à continuer l'occupation des lieux, même après la réouverture tant attendue des sites culturels dès mercredi. On ne peut pas nous dire, maintenant ça y est, ça rouvre, les problèmes sont résolus, vous sortez, tout va bien. Parce que ce n'est pas la réalité. Donc oui, ça doit rouvrir, oui, les spectacles doivent avoir lieu, mais pour autant, on doit trouver une solution pour que nous, on puisse continuer à demander la justice. Ce qu'on demande, c'est juste de la justice sociale. Si ces intermittents réclamaient au départ la réouverture des lieux culturels, leurs revendications se sont depuis élargies. Prolongation de l'année blanche ou abandon de la réforme de l'assurance chômage, l'occupation du théâtre pourrait entraver la reprise des spectacles. Nous, on va continuer à occuper en cohabitant avec ce spectacle et on va continuer à visibiliser, à montrer nos revendications et à continuer ce rapport de force qu'on a engagé pour essayer d'obtenir quand même pour des choses pour des gens qui sont aujourd'hui au RSA, qui vont bientôt tomber au RSA. Des négociations se poursuivent des deux côtés pour faire cohabiter du mieux possible occupation et retour des spectacles.
Voilà, les directeurs de 4 théâtres publics, dont celui de l'Odéon à Paris, ont appelé mercredi à lever les occupations. Ils demandent aux occupants, notamment à la CGT, qui est à l'origine du mouvement, de faire preuve de responsabilité et de poursuivre ce mouvement autrement. C'est dans votre quartier, ce Oui, et ça nous théâtre de ramène Ça ternit un petit peu presque cette 50 réouverture tant attendue. 50 ans en arrière, mais l'occupation à l'époque avait été beaucoup plus sévère et Renaud Barrault était très amer effectivement de l'état dans lequel le théâtre avait été laissé. Mais Plus sérieusement, on entend plus évidemment sérieusement. la complainte des intermittents du spectacle. Cela dit, vu le contexte, est-ce que ce militantisme n'aurait pas dû faire un petit pas de côté pour pouvoir permettre cette réouverture? Je trouve que les professionnels du monde de la culture ont été d'une sagesse exemplaire. On leur a imposé des fermetures dans des conditions excessivement difficiles. Rappelez-vous ces théâtres qui avaient rouvert au mois de septembre, qui ont dû refermer au mois de novembre. Ça a mis en grande difficulté les cinémas, les théâtres, les musées, les monuments. Certes, les pouvoirs publics, certes, les ministères de la Culture a aligné beaucoup d'argent, mais on sait très bien que les lieux de culture sont en grande difficulté et que les jauges qui ont été imposées le 19 mai sont des jauges qui ne permettent pas de gagner de l'argent. D'ailleurs, vous avez énormément de théâtres privés qui ne rouvriront pas avant le mois de septembre. Parce que lancer un spectacle, faire un spectacle, il faut le programmer, il faut le répéter, il faut faire la promotion, il faut faire de la billetterie. C'est pas si facile que ça. Alors c'est vrai que les théâtres publics, eux, comme ils sont subventionnés, n'ont pas forcément ces problèmes-là. Mais regardez la Comédie Française, elle n'est pas occupée et elle va redémarrer très très lentement. Donc je crois qu'il ne faut pas opposer l'occupation de quelques théâtres publics avec la réouverture. Le fond de l'affaire, c'est qu'on est tous heureux de retrouver des lieux de culture. Je pense que les cinémas auront beaucoup de public. Et puis, progressivement, ça va remonter en puissance et c'est une très bonne chose. Je pense personnellement que ces lieux de culture n'auraient pas dû fermer aussi fortement parce qu'il n'y a aucune étude qui documentait, à partir du moment où on allait avec un masque, où il y avait un siège sur 2 qui était occupé, on pouvait très bien laisser les cinémas ouverts. Quant au théâtre, effectivement, il fallait peut-être que certains acteurs se mettent un masque et un plexiglas. Bon, on se réjouit d'arriver aussi à cette fameuse date. Ça y est, elle est à portée de main, c'est cette semaine et ça va faire du bien. Ah oui, c'est sûr. Je pense que tout le monde l'attend, et y compris l'immense majorité des acteurs culturels ont envie de regagner les planches. Pour avoir été un ancien théâtreux et avoir un certain nombre d'amis dans ce domaine, je crois que l'impatience, y compris de jouer, est là. Et j'entends qu'il y ait quelques endroits symboliques qui permettent de faire porter la voix, et on peut l'entendre, de ce secteur qui a fortement peiné et qui a besoin d'un accompagnement un peu spécifique dans les mois prochains. Je crois qu'il sera très minime, et il faut qu'on se fasse confiance à l'ensemble des acteurs locaux et des acteurs culturels pour, dans le cadre réglementaire, on a pu au niveau du MODEM pousser à ce que les jauges soient un peu augmentées lors de l'appréciation du texte qui a été beaucoup commenté, mais je crois qu'on a besoin de cette liberté. Je vois beaucoup de choses d'ailleurs où, y compris dans le dialogue que l'on peut construire entre le fameux dialogue, vous savez, maire-préfet qui a beaucoup été décrit, on construit parfois des solutions, y compris pendant le confinement. On a pu maintenir sur notre ville des printanières, un commerce aux fleurs avec certaines règles, avec certains mouvements. Et on voit qu'aujourd'hui, cette volonté de revivre ensemble, de réinvestir les lieux de culture et les lieux de vie, mène chacun à organiser ça avec patience et doigté. Et effectivement, il y a certaines choses qui pourront se faire tout de suite. Monsieur Lecoq l'a fort bien décrit. Il y en a d'autres qui nécessitent un peu plus de temps de préparation. Mais c'est pour ça que je trouve très positif ce calendrier de déconfinement qui, enfin, et je le dis enfin parce que j'ai pu faire partie de ceux qui, bien que soutiennent la majorité présidentielle, et regretter qu'à des moments on ne donne pas suffisamment de visibilité aux acteurs économiques et y compris culturels. Là, on leur donne de la visibilité avec un calendrier qui tient, qui est un calendrier vaccinal qui est tenu, et un calendrier de réouverture qui permet d'organiser au mieux, dans les semaines et les mois qui viennent, cette réouverture progressive. J'entends encore et toujours un mot dans ce que vous disiez tout à l'heure, Baraclin, c'est la question de la responsabilité. Enfin, je crois qu'on ne peut pas opposer aux intermittents du spectacle, aux professionnels de la culture, d'avoir été irresponsables. Je trouve qu'ils ont plutôt joué le jeu de manière extrêmement positive.
qu'ils réclament leurs droits, qu'ils réclament Ils en ont des obtenu une avancées. partie, puisque les droits, l'année blanche va être prolongée jusqu'au mois de Bien sûr, décembre, bien sûr. alors que ça Mais bon, devait s'arrêter au mois d'août. J'ai envie de dire que c'est aussi une globalisation de ce qui est fait ailleurs et pour d'autres secteurs qui sont fortement pénalisés par la crise sanitaire. Je dis juste attention à ne pas inverser la charge de la responsabilité. Là, les intermittents du spectacle sont mobilisés sur la question de leur statut, sur la question de la réforme de l'assurance chômage. La responsabilité, elle est du côté du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit discuter, c'est le gouvernement qui doit trouver une issue pour ces professionnels du monde du spectacle qui produisent pour la France plus que ce qu'ils ne consomment. Ne l'oublions pas, le secteur culturel est un secteur moteur de notre économie et faciliter son redémarrage, faciliter j'ai envie de dire, le fait que l'activité culturelle et notamment les théâtres repartent, c'est aussi faciliter la relance de notre pays. Et j'avoue que quand je vois les jauges qui vont être imposées au théâtre, j'ai envie de vous dire, alors on parle de l'Odéon qui est une grande salle, mais beaucoup de théâtres parisiens sont des petites salles. Il y a beaucoup de petites salles, 100, 120, 130 places. Quand vous dites, alors je ne sais plus exactement les règles de jauge, mais 35%. 35, 65, et puis après, au 30 juin, ils vont 100%. commencer à 35%. Vous imaginez 35% de 120 places. J'ai envie de dire, il y a quasiment parfois plus de monde sur scène que dans la salle. Alors qu'on ne sait même pas. Si tout ça est réellement impactant. Et avec le risque. Il faut être juste, il faut être clair. Et je crois que le secteur culturel a été frappé par trop de flou cette année et demie passée. Et je pense que beaucoup vont redémarrer parce qu'ils sont de bonne conscience et très motivés. Mais ça va être difficile pour beaucoup d'acteurs du monde culturel de repartir malgré les aides. Les aides ne font pas tout. Un spectacle, c'est pas que de l'argent. C'est aussi de la ressource humaine et artistique. Jean-Frédéric Poisson, sur la culture, avant qu'on passe au secteur de la restauration, qui est évidemment concerné lui aussi. Deux choses. D'abord, évidemment, je fais partie de ceux qui se réjouissent de la réouverture de ces salles. Et je constate que, et d'ailleurs je dirais à peu près la même chose tout à l'heure sur la restauration, enfin, ça se fait dans des conditions d'exercice qui pour beaucoup d'opérateurs ou d'acteurs sont très compliquées à organiser, absolument pas rentables. Et j'entendais, je ne sais plus quand, hier ou avant-hier, un directeur de théâtre expliquer qu'évidemment il va rouvrir, même si pendant les 2 mois qui viennent, il va continuer à perdre de l'argent parce que, enfin, il y a une telle... Voilà, ils ont envie de jouer, ils ont envie de se produire, ils ont envie de faire leur métier, ce qui est ô combien respectable, d'exister tout simplement, et c'est tout à fait normal. Donc, très bien pour cette réouverture, mais bon. Sur le fond, la question des intermittents du spectacle, là aussi, fait l'objet de beaucoup d'incompréhension. On ne voit pas très bien comment ça marche, ce système-là. Plutôt que le gouvernement, je préférais que les partenaires sociaux discutent sur ces questions, mais je constate qu'il y a beaucoup de blocage entre les mouvements patronaux d'un côté... Plusieurs gouvernements successifs avaient parlé de supprimer ce régime. Oui, mais toujours. Je me souviens aussi, sous le quinquennat précédent, du temps de François Hollande, qu'il y a eu des avancées, enfin des tentatives en tout cas, de réformer, d'asseoir un peu ce régime. Et je voudrais dire que il y a énormément d'acteurs du monde culturel qui vivent dans des situations économiques extrêmement précaires. Et d'autres, même quand ils sont salariés. J'ai eu la responsabilité de 2 écoles de musique quand j'étais élu local, des conservatoires de la communauté d'agglomération en l'espèce. Beaucoup d'enseignants qui n'avaient pas forcément des temps pleins profitaient des concerts, se produisaient sur scène pour simplement arrondir, comme on dit trivialement, leur fin de mois. Donc même ceux qui sont salariés, qui ont un emploi, avec un contrat de travail à durée indéterminée, eh bien même ceux-là vivent parfois dans des conditions qui sont difficiles. Donc il faut vraiment qu'on traite cette question. Mais je pense, pour terminer, que tant qu'on ne libérera pas les capacités de financement par biais du mécénat, et tant que la puissance publique demeurera la principale instigatrice ou le principal financeur du spectacle vivant, je ne suis pas sûr qu'on puisse complètement sortir de ces difficultés. Alors, c'est donc mercredi que ces lieux de culture et que les restaurants rouvriront aussi. Ce sera le premier jour de cette fameuse vie d'après, ou bien un retour à la vie d'avant, c'est comme vous voulez. De quoi aurez-vous envie mercredi matin? Écoutez la réponse du secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Il était l'invité du grand rendez-vous CNews Europe 1, Les Échos. Je pense que dès mercredi matin, je prendrai un café en terrasse. Il pleut, mais je crois que, comme beaucoup de Français,
j'aurais envie, même s'il pleut à Paris, et je crois dans pas mal de régions de France, d'avoir cette respiration aussi, parce qu'on a vu que ce mode de vie, des cafés, des restaurants, de la vie sociale, évidemment, nous manque. Bon. Et je crois que malgré les intempéries, nous aurons tous envie de ce moment de joie. Voilà, un petit café en terrasse, si le temps le permet, parce qu'évidemment, la météo la semaine prochaine ne sera peut-être pas au rendez-vous. Il y en a un autre qui n'est pas si enjoué, c'est Philippe Etchebest. Le chef bordelais préfère, lui, attendre le 9 juin pour reprendre un service normal. Regardez ce qu'il déclarait dans la presse ce matin. Il continuera à partir de mercredi à faire de la vente à emporter. Et si les gens veulent s'asseoir à la terrasse, elle leur sera ouverte, mais il n'y aura aucun service. Il préfère attendre le 9 juin, dit-il, pour pouvoir ouvrir à l'intérieur. La jauge de 50% imposée aux terrasses ne veut rien dire, selon lui, c'est flou. Ça fait plus d'1 an qu'on est tous pendus aux lèvres des membres du gouvernement. Les modalités changent tout le temps, donc moi, je reste extrêmement prudent. Que pensez-vous, messieurs, de cette prudence? On a envie de partir avec cette joie de repartir dans notre vie d'avant, et en même temps, certains se disent, ouh là là, on a été échaudés. Évidemment qu'on comprend, parce que remettre en route un restaurant, réapprovisionner des stocks, faire revenir les gens qui n'ont pas travaillé, enfin, c'est compliqué, ça se fait pas en un claquement. Il ne s'agit pas d'allumer, d'appuyer sur un bouton d'ordinateur pour que ça redémarre, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et par ailleurs, enfin, il y a quelques franciliens, mais vous êtes dans la banlieue lyonnaise et donc vous connaissez aussi les transports en commun des grandes métropoles. Quand je vois les conditions, pour moi qui vis en venant de Rambouillet, prends souvent le train et les transports en commun, les conditions dans lesquelles on voyage dans les transports en commun parisiens, c'est-à-dire de la proximité, la densité, avec des masques, tout ce que vous voulez, bien sûr. Nous expliquer, je l'ai déjà dit d'ailleurs ici, je le répète, parce qu'un jour, les gens qui ont pris ces décisions devront assumer ces responsabilités aussi devant le peuple français. Mais on a continué de s'entasser dans les trains de banlieue, dans les lignes de métro parisiennes, et elles sont saturées, comme chacun sait, très bien. Chose que beaucoup de Français n'ont pas compris, on en a suffisamment parlé sur ces plateaux des mois durant. Et alors, paraît-il qu'on pouvait le faire dans les transports, mais pas dans les restaurants. Pas dans les salles de cinéma, pas dans les salles de sport, pas dans les stades, enfin, c'est dément. Ça n'a aucun sens. Et je pense que cette espèce d'incohérence de principe a beaucoup contribué. Cette jauge pour vous de 50%, elle est elle aussi incompréhensible et pas nécessaire? J'en sais rien. Je vois très bien qu'on aurait pu imaginer qu'en fonction des restaurants, on ajuste. Enfin, je sais, faire un peu preuve d'intelligence pratique, quoi, pragmatique, pas de concepts éthérés toujours très universels, très à la toise, comme ça, très centralisés, très jacobins au fond. J'ai pas du tout aimé ça. Et je pense que les Français en ont beaucoup pâti. Et je crois aussi que cette incohérence de principe, cette incompréhension que ça a généré chez les Français, est aussi une des causes de cette espèce de ras-le-bol, d'exaspération, voire de désespérance qu'on sent beaucoup chez nos concitoyens en ce moment. C'est difficile de vivre dans une crise quand ceux qui la dirigent n'ont que de l'incohérence, des contradictions, parfois même des mensonges, à proposer comme mode de résolution. On précise aussi que tout le monde n'a pas une terrasse. Seuls 40% des restaurateurs ont une terrasse. Dans votre quartier à Paris, vous comptez les plus célèbres cafés parisiens qui vont être bondés mercredi. La jauge, là aussi, elle n'est pas... Non, mais la jauge, le Flore, je ne suis pas sûr qu'il rouvre, parce que c'est une terrasse fermée, qui ne peut pas tellement être ouverte. Les deux Magots, une contre-terrasse, ils vont la rouvrir, mais ils savent que c'est pas rentable. Et d'autre part, vous savez très bien qu'à Paris, on aura peu de touristes. Peu de touristes, il y aura beaucoup de Parisiens vont partir. Maintenant qu'ils peuvent partir, ils vont partir. Alors en pleine semaine, ils vont peut-être moins partir que lors du week-end. Ils vont partir au mois de juin. Donc c'est pour ça que vous avez également beaucoup d'autres chefs. Par exemple, Guy Savoie, qui est un restaurant étoilé, magnifique, dans l'hôtel de la Monnaie. Lui, il rouvrira pas le 9 juin. Il va ouvrir au mois de septembre. Non, mais pour les brasseries, pour les cafés... pour les brasseries, oui, mais les brasseries, elles ne peuvent pas servir au bar. Elles vont rouvrir avec des jauges faibles. Et deux mots quand même, c'est une gestion politique, il ne faut pas l'oublier, puisque l'année dernière, M. Castex, qui n'était pas Premier ministre, qui était monsieur déconfinement, M. Philippe, a rouvert après la première période de confinement. Et là, on n'avait pas de jauge, avec les conséquences que nous avons vues dès le mois d'octobre. Après le troisième confinement, il est actuellement Premier ministre, donc il a une gestion excessivement sanitaire, basée uniquement sur les fameux 5 000, 6 000, 7 000 lits de réanimation. C'est pour ça qu'il impose à tous les secteurs économiques, secteur culturel, secteur de la restauration, des jauges qui permettent de rouvrir, mais dans des conditions économiques qui sont bien sûr très difficiles. Avant de vous passer la parole, je voudrais qu'on entende d'autres restaurateurs, parce que même si la météo ne sera peut-être pas donc au rendez-vous, surtout dans le nord du pays, cette semaine, beaucoup de professionnels se préparent, à l'image donc de ces deux hommes rencontrés par Marine Kijek à Dunkerque. Nous, toute l'équipe est prête maintenant. On va rattaquer à partir de lundi pour nous mettre en activité, recevoir les commandes et tout ça. Et
En plus, on espère le beau temps, puisqu'on n'a que la terrasse extérieure actuellement, avec une jauge assez réduite, quoi. Donc on va tenter l'expérience de redémarrer mercredi. On écoute les services météo des chaînes en boucle parce qu'effectivement, on ne sait pas trop. On est dans l'inconnu, on est très motivé à réouvrir, mais on ne veut pas réouvrir dans n'importe quelle condition. Nous, le truc, c'est qu'on a une cuisine, on a une petite terrasse, la cuisine est à l'étage, donc on veut pas se retrouver avec des clients qui n'ont pas une expérience culinaire chez nous déphasée par rapport à une habitude. Lounès Hadjour, je vous passe la parole, évidemment. Une fois qu'on a entendu ces restaurateurs qui sont contents de s'y remettre, même si c'est compliqué, effectivement. Je crois qu'on est dans le même cas de figure que sur la culture. Je prenais tout à l'heure l'exemple des petites salles parisiennes. Mais on a 40% de restaurants, de brasseries-restaurants qui ont une terrasse. Sur ces 40%, combien sont en capacité d'accueillir suffisamment de personnes pour faire tourner leur restaurant et être rentable dans l'ouverture? Il y en a très peu, je n'ai pas le chiffre, mais à vue de nez, moi je vois sur ma commune ou même dans Paris, beaucoup de restaurants n'auront pas la capacité d'ouvrir leur terrasse avec la jauge imposée. Et même si les villes se plient en quatre, quelle que soit la couleur politique, je crois que tous les élus locaux essaient de faire en sorte que les restaurateurs puissent redémarrer leur activité. Mais même si vous banalisez des places de parking, vous n'avez pas banalisé toute une rue. Vous permettez des terrasses éphémères, mais il y a un moment, c'est que 50%. Donc, pour que le restaurant soit rentable, très honnêtement, je pense que ça va être difficile. Donc, je pense que comme Philippe Etchebest, qui lui est dans une autre sphère de la restauration, mais beaucoup de brasseries vont rester sur le même principe en attendant la possibilité de réouvrir normalement, parce que j'ai bien peur que ce ne soit pas tenable. Alors, on pourra prendre des cafés en terrasse, peut-être. Ça a plus de turnover que sur un... C'est pas ce qui rapporte le plus. Mais c'est pas ce qui rapporte le plus pour un restaurateur. Et bon, là, pour les brasseries, peut-être un plus, mais pour les restaurateurs, c'est pas leur fonds de commerce. Après, il y a aussi se remettre un pied à l'étrier qui est très important aussi symboliquement, rouvrir et puis se remettre en action. On a entendu ces dernières semaines, les serveurs s'entraîner chez eux, ils ont envie de revenir. C'est bien les symboles, mais les gens ont besoin de travailler. Bien sûr. Et là, vous leur dites, quand vous avez 25 couverts sur votre terrasse, 25 ou même 40 couverts, enfin 40 ça commence à devenir intéressant, mais quand vous avez 25 couverts sur votre terrasse en temps normal, c'est-à-dire que vous en aurez 12 à la réouverture, mais il va falloir faire beaucoup de services pour faire tourner l'appareil. C'est pas que symbolique. Et d'ailleurs, ici, on vient de décrire plusieurs éléments qui, mis bout à bout, le disent bien qu'il n'y a pas qu'une nature symbolique. C'est-à-dire que, bien entendu, dans la réouverture des restaurateurs, il y a le fait de pouvoir aussi avoir un temps de lancement qui leur permet de recréer de l'habitus pour un certain nombre de consommateurs, c'est-à-dire d'habitudes de consommation, d'habitudes de passage, d'habitudes d'usage. Et vous savez que ça prend du temps de reconstruire ces habitus. L'autre élément aussi, c'est de leur permettre de reprendre une surface publique, puisqu'un certain nombre de restaurateurs, et on a le cas, plusieurs ont lancé des appels, en tout cas en région lyonnaise de ce point de vue-là, y compris pour pouvoir réembaucher du monde, parce que certains restaurateurs qui veulent réouvrir, parce que j'entends très bien que certains ne veulent pas, d'autres n'attendaient que ça et le disent qu'ils ont du mal aujourd'hui à trouver, par exemple, des serveurs. Et je le dis aujourd'hui, c'est bien qu'on le dise quand même en grande antenne, n'hésitez pas à aller, dès que vous verrez appel à candidature. Appel à candidature. On peut servir à ça aussi. Un certain nombre de restaurateurs, c'est vrai en tout cas en région lyonnaise, ont lancé cet appel-là en disant on avait des étudiants qui travaillaient, qui sont repartis chez eux, on n'a plus ces personnes-là qui faisaient le service, que ce soit des professionnels qualifiés ou non qualifiés selon le type de restauration et le type d'établissement. Donc ça sert aussi à ça. L'autre élément, c'est que et je pense que psychologiquement, c'est très attendu par nos concitoyens, au-delà de la seule question des restaurateurs, parce que je pense que c'est aussi pardonnez-moi, j'allais dire un anglicisme, le French way of life, d'une certaine manière, de pouvoir, l'art de vivre à la française, l'art de vivre à la française, qui doit pouvoir reprendre ses droits, et c'est important qu'on puisse le plus rapidement possible le faire, parce que je crois que la jauge, elle est quand même lourde sur l'état d'esprit et la psychologie des Français, et que ces éléments qui sont symboliques pour partie, ils sont aussi des éléments
très fort pour recréer ces éléments de vivre ensemble. Et je ne pense pas du coup qu'il faille les dénigrer. Après, il faut un temps progressif. Je crois que cette question, encore une fois, de la lisibilité du calendrier, elle est centrale, elle est cruciale. Moi, je comprends vraiment les restaurateurs qui ont peur que cette lisibilité, elle soit portée à mal, que l'on revienne à nouveau sur les calendriers. C'est pour ça que ce calendrier, elle sans doute été très précautionneux. Mais un certain nombre d'élus locaux, et la France n'est pas Paris, effectivement, ont la possibilité de prendre des mesures. Je vous prends par exemple une mesure sur laquelle on a travaillé chez nous à Bron, qui est effectivement, on a plus de places que dans d'autres, que sans doute en Ile-de-France, de pouvoir ouvrir des places, poser un arrêté qui permet aux restaurateurs de pouvoir installer des terrasses bien agrandies sur des places publiques qui étaient peu utilisées. Et d'ailleurs, y compris, c'est une discussion qu'on avait avant même le premier confinement avec eux, dont certains étaient un peu hésitants et ils disent mais finalement ça nous permettra dans la durée au-delà de trouver une opportunité, de faire des choix d'organisation qui nous permettront de façon pérenne avoir des terrasses plus grandes et des contrats de confiance avec notre collectivité. Alors attention après à l'antagonisme riverain-restaurateur, parce que vous aurez ça à gérer aussi. C'est vrai, c'est un autre problème. Et moi je voulais dire que bon, on se réjouit tous que c'est des restaurants rouvrent, même si effectivement les choses sont limitées, mais ce que aussi les restaurateurs craignent, au-delà des difficultés financières, parce que vous allez avoir malheureusement, dans 2 mois, dans 3 mois, lorsque les éditions seront faites et que les aides s'arrêteront, un certain nombre de restaurateurs qui seront obligés d'arrêter, également parce que les habitudes de nos compatriotes auront changé. Puis il y a beaucoup de gens qui ont peur. On leur a fait peur dans la gestion excessivement sanitaire de cette crise. On leur a fait peur. Donc vous avez des gens qui l'art de vivre à la française dont on parlait à l'instant va peut-être revenir très vite quand même, malgré la peur. Ce dont on a surtout peur, c'est qu'on ne vaccine pas assez vite et qu'on se retape un nouveau confinement au mois d'octobre. Parce qu'actuellement, on n'en a pas parlé ce soir. On vient de passer le cap des 20 millions. Des vaccins. C'est vrai. 20 millions, mais 20 millions d'une dose. Et nous sommes combien? 66 millions de Français. Et on avance vers les 30 millions mi-juin. Oui, d'accord, mais 30 millions d'une dose. Ça ne donne pas l'immunité. Il faut 2 doses, surtout que l'AstraZeneca marche moins. Et donc la crainte d'un certain nombre de professionnels, c'est qu'on nous si on garde la gestion sanitaire... Vous êtes assez pessimiste, on rouvre trop tôt sans avoir vacciné assez vite. J'étais pour ouvrir et vaccinons. Ouvrons, vaccinons. Il fallait vacciner massivement dès le mois de janvier. On ne l'a pas fait, on est en retard sur beaucoup de pays. Et le danger, si on conserve une gestion sanitaire, ce qui n'est pas mon souhait, ce qui n'est absolument pas mon souhait, ça n'a jamais été mon souhait, mais c'est qu'on ferme au mois d'octobre. Bon, mais on n'espère pas, mais on vous réinvitera si jamais c'était le cas. Plus optimiste que vous sur le retour des habitudes de nos concitoyens sur l'art de vivre à la française. Je pense aussi que l'envie de la vie d'avant va revenir assez vite. À la française, le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de compatriotes qui veulent que l'art de vivre à la française, c'est rembrasser tout le monde, c'est se mêler, et ça peut être dangereux à partir du moment où l'immunité n'est pas acquise. Et sociologique, mais là, il y a une vraie question. Là, je ne fais que reprendre les consignes gouvernementales qui sont fondées sur un sanitaire excessif, d'après moi. Allez, on enchaîne avec la dernière thématique consacrée à l'actualité politique assez chargée ce week-end. Le Rassemblement national est accusé d'avoir mis en place un système frauduleux de détournement de fonds européens à son profit par le biais d'emplois fictifs d'assistants parlementaires. Un rapport de police synthétise l'enquête qui vaut à Marine Le Pen d'être mise en examen depuis 2018 pour ses soupçons. Ce rapport est dévoilé par le JDD. La présidente du parti dénonce une manœuvre politique. On écoute les précisions de Sophia Dolé avant d'en discuter en plateau. C'est un dossier de 98 pages qui accablerait le Rassemblement national et notamment Marine Le Pen. Selon le journal du dimanche, un rapport de l'Office anticorruption aurait mis en évidence un système organisé frauduleux de détournement des fonds européens par le biais d'emplois fictifs d'assistants parlementaires. Les magistrats anticorruption soupçonnent le parti et ses dirigeants d'avoir de manière concertée et délibérée détourné les enveloppes allouées par l'Union européenne aux députés pour rémunérer leurs collaborateurs, qui n'auraient travaillé que pour le parti et pas pour des missions en rapport avec le Parlement européen. Partie civile dans cette affaire, le Parlement européen aurait évalué son préjudice à hauteur de 6 800 000 €. Sur Twitter, Marine Le Pen dénonce une manœuvre politique à quelques semaines des élections régionales. Le JDD, organe officiel du pouvoir macroniste, ressort la même sempiternelle affaire des assistants parlementaires comme à chaque élection. Rien de neuf sous le soleil, sauf peut-être des bons sondages en vue.
Près de 25 élus et assistants du Rassemblement national, dont la présidente Marine Le Pen et son père Jean-Marie Le Pen, sont mis en examen pour détournement de fonds publics. Et nous étions tout à l'heure en direct avec Philippe Ollivier, eurodéputé du Rassemblement national et conseiller spécial de Marine Le Pen. Il a réagi à ces accusations. Nous n'avons rien à nous reprocher. En fait, il y a un problème d'interprétation sur le travail de l'assistant parlementaire. Le Parlement européen nous dit un assistant parlementaire, il ne doit faire que du travail d'assemblée et de commission. Et nous, enfin, un certain nombre d'assistants ont fait du travail parlementaire, évidemment, mais aussi du travail politique. Quand vous avez un assistant qui décroche son téléphone, on lui demande de passer le député a des fonctions politiques. Est-ce qu'il doit raccrocher si c'est pour ses fonctions politiques? Est-ce qu'il doit raccrocher le téléphone? On voit bien que c'est très difficile de faire le distinguo entre le député et l'homme politique. Voilà, on précise donc que selon l'avocat de Marine Le Pen, il n'y a donc aucune fraude. Tous les assistants parlementaires au Parlement européen cités ont travaillé, dit l'avocat, à un moment ou à un autre. Ce n'est pas à la justice de décider comment les parlementaires doivent partager leur travail. Ça vous fait sourire? Vous oui, critiquez, ça me fait sourire. En tout cas, c'est parce que le plus intéressant dans la réponse au JDD de l'avocat de Marine Le Pen, c'est à un moment ou un autre. Je pense que le discrédit commence là pour la défense de Marine Le Pen. Un assistant parlementaire, et comme je disais tout à l'heure en première partie, je suis assez bien placé pour le savoir, ça travaille pour son parlementaire. Et là, on a quand même des témoignages livrés par le JDD. Après, si ce n'est pas selon vrai, un rapport de police. Selon un rapport de police. On a eu une centralisation des embauches des assistants parlementaires, c'est-à-dire que visiblement Marine Le Pen a réuni un jour à Bruxelles les parlementaires européens et Rassemblement national en leur disant « Écoutez, voilà, vous avez été élus, félicitations, alors vous avez le droit à un collaborateur pour vous épauler ». Quand on connaît la complexité du travail au Parlement européen, c'est tout de même un peu faible. Et le reste, c'est nous qui nous occupons. Et visiblement, d'après le rapport et l'article, c'est plutôt elle qui s'en occupe. Et c'est une centralisation des embauches qui, pour le coup, n'est pas légale a priori. Les collaborateurs ne sont pas là pour travailler pour le parti. Effectivement, je ne vais pas vous dire qu'un parlementaire, heureusement que ça a une vie politique. Et inévitablement, son collaborateur intervient dans cette vie politique parce que parfois il y a un lien politique entre le collaborateur et le parlementaire. Mais il faut savoir raison garder dans les tâches qui sont opérées et ça ne peut pas être un moment ou un autre. Peut-être ça peut être un moment ou un autre sur l'activité politique, mais c'est d'abord et toujours l'activité parlementaire qui doit primer. Et ça, j'ai l'impression que ce n'est pas une conception partagée. C'est vrai que c'est très difficile à vérifier tout ça. Juste, le rapport de police aurait assez d'éléments probants pour incriminer. Bah, en tout cas, visiblement, ils n'arrivent pas à donner des éléments. L'article est assez précis là-dessus. Hein. Et un collaborateur est interrogé. Non, mais on n'est pas derrière chaque assistant parlementaire pour savoir, pour chronométrer le temps qu'il passe sur quelle tâche. Bon, en tout cas, on notera d'ailleurs que le conseiller très spécial, vu la défense qui est faite de Marine Le Pen, ne répond pratiquement à rien de ce qui est mentionné dans le journal du dimanche, dont je ne connais rien de la véracité des faits, mais qui... Bon, il semble que la défense ne vise pas à contester la véracité des faits. Ils disent qu'ils n'ont rien à se reprocher, sachant qu'on sait que 17 personnes pourraient être poursuivies. Y compris quand même, je le signale, parce que par rapport à la réponse qui est faite, et pour ceux qui n'ont pas lu l'article en question, quand des collaborateurs parlementaires ont été embauchés à la journée, sans aucun contact ni avec le Parlement européen, ni avec leurs parlementaires. Et ça, par exemple, ce sont des choses qui sont complètement passées sous silence. Je crois qu'effectivement, la défense du conseiller spécial est spéciale. Oui, alors moi je ne veux pas rentrer dans le dossier que je ne connais pas. J'observe que le journal du dimanche, qui est un peu le porte-voix de LREM depuis un certain nombre de mois, sort cette affaire qui est d'ailleurs bien connue, qui a été évoquée à de nombreuses reprises juste avant les élections régionales. C'est bizarre. Mais en réalité, il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette affaire, puisqu'on sait tous que pendant des années, alors on remonte en arrière, c'est vrai que vous avez tout à fait raison, vous avez dit, et le droit actuel, c'est ce que vous avez expliqué, il ne doit pas y avoir de mélange des genres entre le travail d'un assistant parlementaire et la formation politique à laquelle il appartient, mais pendant des années, ça a été pratiqué par toutes les formations politiques. Et je voulais quand même rappeler
et je ne veux absolument pas défendre le Rassemblement national, qui a d'autres formations politiques, le MoDem. Hein, j'ai eu Marielle de Sarnez qui a siégé, paix à son âme, dans le 6e arrondissement, et c'était une amie politique. Et également la France Insoumise, on se souvient de la perquisition au siège de la France Insoumise, qui sont exactement dans le même cas. J'ajoute que, vous ne l'avez pas dit, que de toute façon, et ça a été précisé, l'affaire ne viendra, problème de justice, encore une fois, et de rapidité, ne viendra devant les tribunaux qu'après l'élection présidentielle. Donc pour quelle raison le journal du dimanche, aujourd'hui, ressort cette affaire qui fait un peu recuite, même si effectivement le conseiller n'est pas particulièrement en forme dans sa défense. On précise que le Parlement européen s'estime floué et qu'il réclame le remboursement de cette somme. On parle de 6,8 millions d'euros. Frédéric Poisson. Je n'ai pas lu l'article du journal du dimanche, donc je ne sais rien de ce rapport. Je ne veux pas prendre la parole sur le fond d'une affaire qui est en cours d'instruction. Je suis d'ailleurs extrêmement surpris que régulièrement, ça n'est pas la première fois, des éléments qui devraient relever du secret de l'enquête. Et ça touche tous les partis. Dans la presse, et ça ne touche pas que les partis politiques, malheureusement, dans beaucoup d'autres cas. Donc là, on a vraiment un problème de fonctionnement, peut-être d'ailleurs de l'institution judiciaire elle-même avec ses fuites, et plus globalement de la presse. Cette affaire est emblématique, plus généralement, de la défiance qu'il peut y avoir entre les Français en général et leur personnel politique. J'entends tout ce qui est dit. J'ai fait 2 mandats au Parlement, j'ai eu un certain nombre d'assistants parlementaires, j'ai fait partie du bureau de mon groupe, je suis responsable de parti politique, et je dois vous dire, même si j'étais réputé pour abattre beaucoup de travail parlementaire, donc les miens ont fait ce travail de manière tout à fait régulière et d'ailleurs parfaitement compétente, mais c'est assez juste malgré tout ce que disait M. Olivier tout à l'heure. Enfin, quand vous êtes parlementaire, membre du bureau national de votre formation politique, évidemment que vos assistants parlementaires participent à la préparation de l'ordre du jour, préparent des dossiers, etc. Est-ce que c'est du travail parlementaire en tant que tel? Non. Mais ça fait partie de ce métier-là. Donc c'est une question de pondération et d'équilibre. Et cette pondération, cet équilibre, ne peuvent pas être déterminés par la justice, ne peuvent pas être déterminés par un règlement. C'est un problème, comme souvent d'ailleurs sur ces questions-là, d'éthique personnelle, de comportement et d'appréciation personnelle. Et très franchement, il y a des débordements dans toutes les formations politiques, il y a des gens qui se comportent bien dans toutes les formations politiques. Le curseur est placé en fonction des parlementaires à des endroits qui sont différents. Après, s'il y a des questions de travail fictif, puisque visiblement c'est ce que le Parlement européen reproche en l'espèce, ça c'est autre chose. Mais je maintiens qu'il faut faire très attention, il faut que les Français entendent, même si de temps en temps je pense que ça peut être, je comprends que ça soit compliqué, la liberté des parlementaires est la condition de l'exercice de la souveraineté du peuple. Si les parlementaires ne peuvent pas organiser leur travail comme ils le souhaitent, dans des limites qui seraient correctes et fixées à la fois par les règlements et par, encore une fois, l'éthique personnelle, j'y reviens. Alors à ce moment-là, il y a un très grand danger que les assemblées, pas que l'Assemblée nationale, ça vaut aussi pour les conseils régionaux ou les assemblées locales dans une certaine mesure, même si la question des collaborateurs se pose de manière moins directe et moins prégnante. Mais s'il n'y a pas cette capacité des élus à s'organiser librement comme ils le veulent pour faire leur travail, alors le peuple français y perdra en liberté et en souveraineté. Voilà quelle est ma crainte. Je crois que sur cette distinction que vous venez de faire, qui est importante, et c'est pas du tout sur cet aspect-là que je raillais Monsieur Olivier, mais bien sur le schisme entre le contenu de l'article et la réponse, mais je souscris plutôt à votre propos. Ceci étant, ce qui évoque quand même le dossier en cours, vous avez évoqué d'autres partis, dont le mien d'ailleurs, sont concernés par celui-ci. C'est qu'il y a quand même une lenteur à traiter ces dossiers-là, qui reviennent effectivement tel un marronnier politique, qui pose quand même questionnement et atteinte au fonctionnement démocratique. J'ai été pendant 7 ans, de 2011 à 2018, membre du conseil d'administration d'Anticor. Lorsque j'ai rejoint cette organisation associative, c'était parce que je pensais qu'il était absolument essentiel qu'on réhabilite un lien de confiance légitime entre les citoyens et le personnel politique. Si on a des délais aussi longs, systématiques, parfois de plusieurs dizaines d'années pour certains dossiers, à instruire ces dossiers-là. Comment voulez-vous que, y compris, on réhabilite? Parce qu'il ne faut pas avoir peur d'être sous le feu de l'enquête des pouvoirs judiciaires, des instructions, lorsque l'on est une personnalité publique. On accepte ce risque-là. Par contre, il est absolument essentiel, je crois, que dans l'organisation de la justice, sur des sujets qui ont une importance démocratique comme ça, on puisse trouver des modèles d'organisation et de fonctionnement qui permettent de traiter plus rapidement ces dossiers-là, parce qu'ils ne permettent pas
y compris de réhabiliter du personnel politique quand c'est légitime, parce qu'il y a quand même un certain nombre qui sont relaxés, c'est-à-dire ils ne sont pas toujours condamnés quand ils ont été, y compris traînés sur la place publique, et y compris de condamner en temps et en heure, avec les conséquences politiques et démocratiques que ça doit avoir, quand la condamnation légitime doit être faite. Et je crois que là, on a un petit problème quand même dans le fonctionnement des années qu'on n'a pas progressé dans ce domaine, et ça fait 20 ans qu'on retrouve, comme ça a été dit, il y a même un journal du soir, un grand journal du soir dont je ne citerai pas le titre, qui s'est fait une spécialité, c'est publié en général. Ça va directement du PV d'audition dans la rédaction de ce journal. C'est un peu triste. Juste pour revenir sur ce que disait M. Poisson juste avant, la question ici, elle n'est pas... C'est M. Olivier qui déplace le curseur sur le rôle du collaborateur parlementaire. La réalité, c'est que je pense que nos compatriotes comprennent bien qu'un député ou une députée, c'est un homme ou une femme politique, et qu'évidemment, il ou elle a des activités politiques, et que ses collaborateurs l'accompagnent dans ses activités politiques, ça peut s'entendre. Là, ici, on a tout de même, en tout cas dans ce qui transparaît dans l'article du JDD, c'est quelque chose qui fait système. Et quand on sait comment le RN utilise la notion de système, je crois qu'il s'imbrique parfaitement là-dedans. Vous parliez des contrats d'un jour, de faire attention parce qu'il faut dépenser l'argent. D'ailleurs, l'article dit pas un centime ne doit être perdu. Il faut dépenser l'argent avant que les crédits soient repris par le Parlement. C'est quand même quelque chose, en tout cas dans ce qui transparaît, qui est véritablement problématique. On n'est pas dans l'activité politique, on est dans la gestion d'un appareil politique. Je ne vais pas vous contredire, parce qu'encore une fois, je n'ai pas lu. Non, mais bien sûr, non, mais juste pour préciser ma pensée, mais par rapport à tout à l'heure, et effectivement, tous les partis politiques ont été touchés par ça. Je veux dire, je joue au Parti socialiste, et le Parti socialiste, dans certaines fédérations, n'a pas manqué d'être touché par ça. Mais il faut se mettre à jour, il faut mettre à jour nos pratiques. Et je crois que les Français, depuis 5 ans, mais j'ai envie de dire depuis 10 ans, il y a un mouvement de moralisation de la vie politique qui continue. Il ne faut pas être à rebours de ça. Et ça pose un autre problème, c'est le financement des partis politiques. Bon, on vous réinvitera pour parler de tout ça. Merci en tous les cas d'avoir participé à la deuxième partie de l'émission. À suivre l'édition de la nuit présentée par Vincent Fandèche, qui revient notamment sur la mise en examen de l'auteur du double meurtre survenu dans les Cévennes. L'homme a reconnu en garde à vue avoir assassiné ses 2 collègues. Édition de la nuit à suivre. Bonne nuit à tous et à la semaine prochaine.